Le parti social-démocrate de la première ministre Mette Frederiksen devrait remporter les élections législatives au Danemark, mais il n'obtiendrait pas la majorité parlementaire. La Commission européenne reporte sa proposition visant à interdire les importations de pétrole russe, une annonce liée à la guerre au Moyen-Orient et au bras de fer avec Budapest et Bratislava. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a reconnu avoir contacté son homologue russe lors de réunions européennes. La Commission exige des clarifications de la part de Budapest. Les électeurs danois se sont rendus aux urnes ce mardi à l'occasion des élections législatives anticipées. Un scrutin convoqué par la première ministre social-démocrate Mette Frederiksen qui brigue un troisième mandat après la crise déclenchée par la tentative de Donald Trump de s'emparer du Groenland. Selon les derniers sondages, la coalition actuelle dirigée par la première ministre dispose d'une avance de 9 sièges sur le bloc de droite. Mais aucun des deux camps ne devrait remporter la majorité des 179 sièges du Parlement danois. Deux challengers de centre-droit espèrent succéder à la chef du gouvernement. L'un d'eux fait partie de la coalition au pouvoir, le ministre de la Défense Truls Lund Poulsen du parti libéral Venstre. Le second, Alex Van Opslag, appartient au parti d'opposition, l'Alliance libérale. Le Groenland, qui a mobilisé une grande partie de l'énergie du gouvernement ces derniers mois, n'a pas été un thème majeur de la campagne. Dans ce pays riche d'environ 6 millions d'habitants, les débats étaient plutôt centrés sur des questions nationales, notamment l'inflation, l'État-providence et les niveaux élevés de nitrates dans les eaux agricoles. La Commission européenne a reporté sa proposition visant à interdire définitivement les importations de pétrole russe, alors que la guerre au Moyen-Orient continue de perturber les marchés de l'énergie. Cette décision intervient également dans un contexte de bras de fer tendu avec la Hongrie et la Slovaquie. Ces deux pays importent encore du pétrole russe via l'oléoduc Druzhba à l'arrêt depuis janvier dernier. Bratislava et Budapest accusent l'Ukraine de chantage politique en faisant traîner les travaux. I do not have, first of all, a new date to give. What I can reassure you of is that we remain committed to making this proposal. What the President has been very clear on is that going back to importing Russian energy would be repeating a mistake from the past. It would be a strategic blunder. So we have successfully already put in place and in force the repower gas regulation, which already banned, as from last Wednesday, the new short-term and long-term gas contracts, and we are determined to continue with other energy forms as well. Cette proposition, qui s'inscrit dans la feuille de route Repower EU, devait initialement être dévoilée le 15 avril. La Commission européenne affirme que ce changement de calendrier ne signifiait pas pour autant un changement politique et assure que le texte sera publié plus tard dans le mois. Le ministre hongrois des Affaires étrangères Péter Szijjártó a reconnu ce lundi soir qu'il contactait régulièrement son homologue russe Sergueï Lavrov lors de réunions privées des ministres européens des Affaires étrangères. Ces déclarations confirment l'enquête publiée par le quotidien américain The Washington Post, selon laquelle Budapest transmettrait des informations sur ces réunions pendant les pauses, un comportement qui va à l'encontre des consignes de confidentialité et sape le principe de coopération et de confiance exigé lors de ces discussions. La Commission européenne a demandé à la Hongrie de clarifier la question, qualifiant les rapports de préoccupants. Péter Szijjártó a alors précisé que ces appels concernaient les réunions consacrées aux questions de l'énergie, de l'industrie automobile et de la sécurité, et affirmé que ces domaines affectaient directement les relations de Budapest avec ses partenaires en dehors de l'Union européenne. Il a également démenti avoir enfreint les protocoles de sécurité. Le gouvernement de Viktor Orban est l'un des rares en Europe à entretenir des relations régulières avec le Kremlin. Le ministre hongrois des Affaires étrangères s'est rendu 16 fois à Moscou depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Budapest continue également d'importer de grandes quantités de combustibles fossiles de Russie, malgré les pressions exercées par l'Union européenne pour réduire sa dépendance énergétique à l'égard de Moscou. Dans cette imprimerie, les machines tournent à plein régime ces derniers jours. D'ici le 12 avril, plus de 15 millions de bulletins de vote seront produits à l'occasion des élections législatives. Dans ce pays de plus de 9 millions d'habitants, les électeurs devront désigner les 199 membres de l'Assemblée nationale. Ezeket a szavazólapokat a belföldi szavazókörökbe
A héten kezdi el a nyomda kiszállítani, és a jövő hét végéig végez ezzel a feladattal. Chaque électeur recevra 2 bulletins de vote, un pour les listes de partis et un autre pour les candidats individuels. Tous deux seront marqués d'un filigrane spécial. Cette année, les électeurs n'auront plus besoin de présenter un justificatif de domicile, seule une pièce d'identité sera exigée. Si les préparatifs du scrutin semblent bien partis, des inquiétudes ont été exprimées quant à certaines pratiques. Les électeurs d'origine hongroise résidant à l'étranger ont reçu non seulement leur bulletin de vote par courrier, mais aussi une brochure électorale du Premier ministre sortant Viktor Orban. L'ambassadeur américain Andrew Puzder a averti dans une interview accordée à Euronews ce mardi que le rejet d'un accord commercial avec les États-Unis par le Parlement européen lors du vote prévu jeudi constituerait une faute économique. Le texte, conclu l'été dernier entre Washington et Bruxelles, prévoit le triplement des droits de douane sur les produits européens tout en réduisant à 0 les droits de douane sur les produits industriels américains. Sa mise en œuvre a été reportée à plusieurs reprises, notamment en raison des menaces de Donald Trump de s'accaparer le Groenland. Mais selon plusieurs sources parlementaires, la plupart des groupes politiques du Parlement européen s'apprêteraient désormais à voter en sa faveur. L'accord a également été remis en cause de l'autre côté de l'Atlantique, après que la Cour suprême des États-Unis a jugé que les méthodes employées par le président Trump étaient inconstitutionnelles. I don't think the United States is the obstacle. Like I say, we've been complying. We're waiting for Europe to get through its process. Le vote de jeudi est crucial pour l'approbation finale, l'adoption étant prévue pour avril ou mai. L'ambassadeur américain a déclaré que Washington suivait la situation de près et attendait avec impatience. La guerre dans la bande de Gaza a ravagé une immense partie du territoire et coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Mais elle a également laissé un impact durable sur le tissu économique du territoire, qui affecte en profondeur le quotidien des Palestiniens. Principalement en cause, la pénurie de petites coupures, qui s'aggrave à un rythme sans précédent. La forte diminution de l'argent liquide disponible et la prédominance des grosses coupures créent en effet un marché faussé, qui entrave les opérations d'achat et de vente les plus élémentaires. Dans les marchés de Gaza, nombre d'acheteurs se voient ainsi refuser leurs gros billets par des commerçants qui ne sont plus en mesure de leur rendre la monnaie. Le problème complique considérablement toutes les transactions du quotidien, de l'achat du pain ou de produits pour les enfants au secteur des transports. L'économiste Mohamed Barbak prévient que cette situation pousse l'économie de Gaza vers des canaux informels de gestion des liquidités, ouvrant ainsi la porte à une inflation incontrôlée. En Grèce, 3 nouveaux cas de fièvre afteuse dans des élevages ovins et bovins ont été confirmés sur l'île de Lesbos. Désormais, ce sont 5 cas répartis sur 7 exploitations distinctes, dont 3 élevages ovins qui ont été identifiés. Après la confirmation par le centre vétérinaire d'Athènes, les animaux des exploitations infectées vont tous être abattus afin de limiter la propagation du virus conformément à la réglementation européenne. Face à la situation, les agriculteurs de Lesbos ont convoqué une réunion d'urgence, affirmant que les mesures annoncées par le gouvernement n'apportaient pas de solution définitive à leurs problèmes. Cependant, à l'issue de cette rencontre entre le ministre du Développement rural et les producteurs et fromagers de Lesbos, les décisions du gouvernement ont été jugées satisfaisantes. Cette maladie virale du bétail, qui s'avère être très contagieuse, se manifeste notamment par des fièvres et une perte d'appétit chez les animaux. Depuis 2004, aucun cas n'avait été signalé dans la région. Jeff Koons, l'un des artistes contemporains les plus connus au monde, s'est rendu à Athènes à l'occasion de l'exposition intitulée L'Aphrodite de Lespug, organisée par le musée d'art des Cyclades. L'exposition étudie la figure féminine du Paléolithique à nos jours, proposant un voyage qui couvre plus de 40 000 ans de créativité humaine. Euronews s'est entretenu avec le célèbre artiste américain au sujet de son travail, des matériaux qu'il utilise, de son interprétation de la figure féminine et de son style si reconnaissable. When I decided to make some balloon Venuses, and I made 4 different versions, the Lespug for me was the modernist one, the Paleolithic figurine that reminded me the most of like a Giacometti sculpture.
something that if you view it from the side, it feels very modernist. And at the same time, can have this ability to maintain really profound information within itself about human history. Does prehistoric art, this symbol of our cultural history, have anything to tell us today, for you, for everybody? Today we're still trying to embed information, share information with each other so that we are able to maintain our civil quality, be a civilization, to be able to continue the information that helps us survive and to thrive. We live in very dark times, and this is a very luminous work. So what's the message? I try to believe in humanity. I believe in trying to be the best that we can be and to be able to not make any form of judgments, to find everything perfect in its own being and practice acceptance. In the long run, we're here speaking about an artwork and other artworks that exist from the past, but they're only objects. What we really care about are being able to accept ourselves as individuals and our ability to accept other people for the individuals that they are. That's what's really relevant to us as human beings, to be able to accept each other.